chers téléspectateurs, vraiment dernière partie de ce bœuf politique dont l'invité est Thierry Joseph Amougou. Il faut bien ajouter ça, c'est très important, Joseph. Oui. Le mari de l'autre, vous voyez un peu le truc. Sinon, Anna Maria, ça pourrait ne pas faire bien. Certains vous connaissent dans le monde activiste occidental, non? Certains de la diaspora vous connaissent. Vous avez été président de la Fondation Moumié. Oui. C'était en quelle année? Ah oui, président de la Fondation Moumié, il y a, voilà, ça fait un peu loin, je commence à oublier ces dates-là. J'ai été président de la... Pardon? Les cheveux blanchissent déjà, vous commencez à oublier ou quoi? Oui, il y a tellement de choses, beaucoup de dates dans ma tête. Donc, je sais qu'en 2012, vous étiez encore à la tête de la Fondation Moumié, je crois bien. Quand ça? 2012, l'année 2012. Exactement. 2011, 2012, 2011, 2010, 2009. Voilà, j'étais président de la Fondation Moumié. Donc, j'explique un peu la Fondation Moumié. Quand j'arrive en Belgique pour mes études, voilà, je trouve un groupe de Camerounais qui a mis en place déjà cette idée-là de la Fondation Moumié. La Fondation Moumié vise quoi? Elle vise, on pose le constat que très souvent, au Cameroun en particulier, et en Afrique en général, l'histoire de nos grandes figures historiques est parfois inconnue. Très souvent, elle n'est même pas enseignée. Alors, ce constat entraîne un autre, c'est que dans une société, la jeunesse a besoin de figures éponymes. La jeunesse a besoin de modèles, parce que c'est à travers ces modèles qu'elle s'identifie, parce que ces modèles peuvent faire des émules. Donc, la Fondation Moumié a donc pour objectif de mettre en place un travail de mémoire pour pallier cette insuffisance-là. Et ce travail de mémoire a pour objectif, comme tout travail de mémoire, de faire œuvre de vigilance pour que ce qui est arrivé et qui nous a été défavorable ne soit pas oublié. Ne soit pas oublié, ne se répète pas. Voilà, faire un travail de reconnaissance, c'est-à-dire mettre en lumière le rôle joué par cette figure. Dans le cas du Cameroun, les Oumou Nobel, tout le mouvement nationaliste, les Félix Moumié, les autres, dans le cas de l'Afrique, parce que c'est une fondation qui a pour horizon l'Afrique. Donc, faire un travail de vigilance, un travail de reconnaissance, et puis un travail de transmission aux nouvelles générations. Ils doivent savoir quelles sont ces figures-là. Donc, je trouve ce projet extrêmement exaltant. D'abord, j'ai écrit le manifeste de la Fondation Moumié et on la met en place. Et chaque année, on a institué un prix où on essaie donc non seulement de rappeler ces figures, leurs fonctions, leurs actions et leurs histoires, mais également essayer de voir dans le Cameroun et l'Afrique contemporaine quelles sont les populations, les individus qui sont des modèles, peuvent être des modèles pour les jeunes. C'est pourquoi il y a eu ce prix qui se tenait souvent à Genève. Je crois que nos lauréats, il y a eu Mbouamassok comme lauréat de la Fondation Moumié, il y a eu Djamafan, il y a eu, voilà, tous les créateurs de l'hymne national camerounais ont été récompensés. Il y a eu le roi Sokoudjou, il y a eu l'ADEC, l'association des étudiants. Il y a eu Madame Fité, je pense, qui a été à un moment lauréat. Madeleine, pardon? Non? Madeleine, oui. C'est ça? Moi, oui. Je sais pourquoi je l'ai perdu de vue. Donc, voilà, vous voyez un peu ces figures que je cite là, qui sont un peu des gens avec des valeurs, qui incarnent quelque chose dans la lutte pour les libertés. Donc, on a fait ce pied et la Fondation Moumié a eu un travail, un succès vraiment extraordinaire. Et là, la dimension tribale qu'on évoquait tantôt, bien sûr, n'a pas du tout joué. Je crois que nos populations sont exactement aussi intelligentes. Elles ont vu que le travail qui était fait était un travail qui ne s'appuyait pas sur une ethnie, était un travail qui exaltait des gens qui avaient joué un rôle réel dans l'histoire africaine et du Cameroun. Et les gens ont commencé à financer la Fondation Moumié. Donc, c'est pourquoi on organisait ce prix. On avait des financements qui venaient de partout, de tous les Camerounais, de tous les Africains, de toutes les ethnies. Et voilà, ça a été une très, très belle expérience. Très, très belle expérience. Donc, ça a été
Si je peux parler d'espérance politique parce que je ne suis membre d'aucun parti politique. Je n'ai jamais eu la carte d'un parti politique depuis ma naissance. Donc, c'est la seule structure à connotation, disons, qui faisait un travail de moi. Politique connotation aussi. Hein? Voilà, que j'ai occupé. Et ça a vraiment été un grand plaisir. Bon, je ne veux pas vous... Et puis, la Fondation a donc connu les problèmes que connaissent souvent, voilà, les associations. Voilà, elle peut entrer dans la cuisine interne. Donc, elle existe toujours, mais un peu moins dynamique. Un peu moins dynamique. En 2012, on m'en parle parce que je viens de commettre l'interview de la fille de Fossi Jacob. Ça vous dit quelque chose? Non. Bien. Alors, vous savez que le gendarme Outard avait été entraîné dans les chutes de l'Amitié? Oui. C'est Fossi Jacob qui l'y avait entraîné. Okay. Et les auteurs du livre Cameroun avec K ont oublié que Fossi Jacob avait une progéniture. Donc, en 2011, je retrouve sa fille à qui je tends le micro. Personne ne lui avait jamais tendu le micro. Vous pouvez retrouver ça, chers téléspectateurs, même sur YouTube. Témoignage d'une victime directe du génocide d'Aïléké. Vous pouvez donc la retrouver, Louise Emeka Fossi. Donc, Brice Nithieu, qui est de passage à Paris, voit ce travail et me propose d'être à Genève, mais malheureusement, vous n'avez pas agi dans le bon sens pour que j'y sois. J'aurais aimé vous faire découvrir ce travail. Voilà, c'était une parenthèse. Vous voyez que la poursuite sociologique à Brice Nithieu n'a pas fait le travail dans mon cas. Hein? Non, je vois bien, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est d'autant plus important de ne pas accorder d'importance à ça et de réfléchir au niveau que j'ai évoqué, parce que c'est ça qui est utile au pays, en fait. Hein? C'est ça qui est utile au pays. Voilà. Et ce sera d'autant plus utile au pays qu'on ne va pas détruire les familles, ni les clans, ni les tribus, ni les ethnies, en préservant ce qu'elles apportent de positif. Vous voyez? Et là où ça devient un instrument de division, de haine, de domination et même d'exploitation, qu'est-ce qui parle? C'est le tiers impartial, c'est le droit, c'est l'État. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est vraiment ce que nous devons essayer de mettre en place. Alors, Brice Nithieu, on en profite pour lui présenter nos sincères condoléances. Il vient de perdre son papa. Voilà. Ah oui. Condoléances. Brice Nithieu. Oui, c'est important de, voilà, quelqu'un perd un papa, c'est très important dans nos vies, un papa qu'on perd. Donc, adresser les condoléances, on doit garder ces mœurs-là et adresser des condoléances à quelqu'un qui est attristé. Hein? Je le dis d'autant plus que notre champ politique est en train, tout simplement, lorsque je regarde certaines discussions, est en train de glisser vers un état de nature. Hein? L'état de nature est cet état-là où nous perdons nos mœurs. C'est-à-dire il y a une régression morale lorsque le principal sujet politique devient la mort de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut faire vraiment la différence entre le combat politique qui est légitime, qui est réel, et les valeurs morales qui sont ces valeurs-là suivant lesquelles on ne peut souhaiter la mort de quelqu'un, qu'on ne peut manquer d'adresser ses condoléances à quelqu'un qui est attristé. Vous avez donc été à la tête de la Fondation Moumié durant plusieurs années. Certains vous prêtent l'appartenance au mouvement politique qu'on appelait le Code. Avez-vous jamais été membre du Code, Thierry Amougou? J'ai été président de la Fondation Moumié, dont les fonctions sont, les objectifs et les fonctions sont celles que je viens de vous décliner. Voilà. Je n'ai jamais été membre du Code. Je n'ai jamais été membre du Code. Je n'ai jamais été membre du Code. Avez-vous jamais été approché par les membres pour les rejoindre? Non, parce que la Fondation Moumié était une association, une organisation à part, et le Code était une organisation à part, qui n'avait pas les mêmes objectifs. Le Code avait un combat politique frontal à livrer par rapport au régime, et la Fondation Moumié que je dirigeais faisait un travail de mémoire. Et ce travail de mémoire
Je me rappelle même, on a envoyé une proposition à l'Assemblée nationale camerounaise. Une proposition pour justement essayer de remettre dans l'histoire nos figures historiques. C'est ce travail de mémoire-là qui a été le mien. La confusion vient de quoi? La confusion vient de quoi? La confusion vient du fait que lorsque j'arrive en Belgique, le code existe déjà depuis longtemps, quand moi j'arrive en Belgique comme étudiant. Et les membres fondateurs, plusieurs membres fondateurs de la Fondation Moumié sont les fondateurs du code. Vous voyez? Donc c'est de là que vient la confusion. Donc lorsqu'on me voyait tenir une réunion de la Fondation Moumié, on remarquait qu'il y avait aussi dans la salle ceux qui avaient créé le code avant que j'arrive en Belgique, mais qui étaient aussi membres fondateurs de la Fondation Moumié. On a fait de l'amalgame, quoi. Voilà, justement. Bon, Thierry Amougou, certains regrettent, à tort ou à raison, votre absence dans ce qu'on appelle aujourd'hui la résistance de la diaspora camerounaise depuis bientôt 2 ans. Pourquoi êtes-vous absent de cette résistance-là, sachant quelles sont vos idées, sachant les critiques et les propositions que vous avez faites à ce régime Biya depuis plusieurs années? Est-ce que c'est parce que vous avez été menacé du style « Qu'est-ce que tu fais avec les Bamileke » ? Non, je n'ai été, menacé par personne. Je vous dis, je suis un universitaire critique. Et comme je vous l'ai dit, je fais un effort pour que ma critique soit impartiale. Je fais un effort pour que ma critique soit indépendante. Et je fais un effort pour tendre vers l'objectivité. Vous entendez, je dis bien effort, parce que c'est toujours un effort permanent à faire. Alors, cette posture-là, tous ceux qui ont travaillé avec moi savent que je suis comme ça. C'est d'ailleurs pourquoi, comme je vous le dis, je n'ai jamais eu la carte d'un parti politique. Parce que je ne suis pas un homme de parti. Je suis incapable de respecter une discipline de parti. Parce que si vous me dites, parce que je suis devenu membre, qu'un seau est jaune alors qu'il est rouge, je vous dirais que le seau est jaune, connaissant comment je suis constitué. Donc ceux qui parlent d'absence dans cette résistance, c'est parce que dans cette résistance, il y a un ensemble de choses qui sont incompatibles avec mon esprit critique. Qu'est-ce qui est incompatible? Je vais essayer de vous poser ça rapidement. La première chose incompatible, c'est que la résistance prend parti. La résistance prend parti pour un candidat, pour un homme. Moi, ma posture critique est tout simplement handicapée une fois qu'elle prend parti. Parce qu'elle n'est plus libre, elle n'est plus autonome et elle ne peut plus voir les choses de façon indépendante. Voilà la première incompatibilité. Je ne peux être d'une quelconque utilité au Cameroun, à l'Afrique et au monde que si je suis sans parti pris. Là, je vais regarder les choses froidement. Or, le parti pris me l'empêche. Première incompatibilité. Deuxième incompatibilité, je me rends compte que ce qu'on appelle la résistance et que d'autres appellent la révolution manque complètement elle-même d'esprit critique. La critique ne peut être valable que si elle ne s'épargne pas elle-même. C'est-à-dire si elle n'est valable que lorsqu'elle exerce ce qu'on appelle une réflexivité critique, qui consiste à dire, je me regarde dans le miroir, je me regarde penser, est-ce que je peux me critiquer moi-même? Ça, dans cette dynamique-là, c'est également exclu. Donc, ça fait une deuxième incompatibilité avec moi. Autre incompatibilité, c'est au niveau, maintenant, si j'analyse ce qui est mis en place, c'est-à-dire, là, je vous montre ce que peut nous apporter la critique. La résistance qui est mise en place, ou alors la révolution, ça dépend des noms. Cette résistance-là, lorsque je pose mon regard critique dessus, je me rends compte d'une chose. Lorsque vous lisez Karl Marx, qui est quand même le pape de la révolution, Karl Marx nous dit, on ne peut faire une résistance, une révolution, sans base scientifique. Quel est le soubassement scientifique qu'il y a derrière? Lorsque vous lisez la Révolution, j'ai aussi tous les volumes de Mao Zedong. Mao Zedong nous dit aucune révolution n'est possible sans avoir le peuple avec soi, sans séduire le peuple. Or, dans cette résistance qui est menée notamment par la base, c'est une résistance qui terrorise plutôt le peuple. C'est une résistance
terroriser le peuple ou le régime? Au sens où, oui, attendez que j'aille au bout, au sens où, ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont tout simplement violentés. Ceux qui ne pensent pas eux sont tout simplement reçoivent des ultimatums. Des artistes qui ne sont pas du même côté qu'eux sont menacés. Hein? Ah ben non, je vais vous arrêter étant donné que j'ai couvert plusieurs événements concernant le boycott des artistes. Je vais même vous dire, beaucoup de gens le savent, pas ils vont le découvrir, peut-être maintenant certains vont me le contester, mais les preuves sont études, on sont là. Vous avez devant vous Thierry Amougou, l'homme qui a initié le boycott des artistes en Occident. C'était en mars, vous avez devant vous, c'était en mars 2011 au sein du CAP, la presse étrangère, au Petit Palais à Paris. J'accorde une interview, donc je suis interviewé par Roger Bongos, qui est congolais. Et je pose le problème des artistes comme Kofi, comme Papa Wemba, qui font des grands concerts ici. Des Congolaises s'habillent à 1000 euros, 1000 dollars pour aller le voir. Et à aucun moment, ces artistes ne posent le problème des femmes violées et tuées dans leur pays. Et je suggère que ces artistes-là soient boycottés. Et lorsque les Congolais écoutent cela, ils se disent, mais tiens, oui, c'est une bonne idée. Et voilà comment débute le boycott des artistes, d'abord congolais, en 2011. Aujourd'hui, c'est devenu... Donc, j'ai posé le problème sans savoir qu'il allait avoir l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Donc, ces gens ont boycotté les artistes uniquement parce qu'ils sont allés chanter pour M. Biya. Ce n'est pas parce que ces artistes n'épousent pas leurs idées. Là-dessus, je leur ai posé des questions, j'ai travaillé dessus. Il y a eu des réunions avec des promoteurs culturels que j'ai couverts et que j'ai discuté ce sujet un petit peu plus. Voilà, donc je regarde juste ça. Donc tu vois, là, nous sommes en phase. Nous sommes en phase, c'est-à-dire, si vous êtes dans un combat démocratique, la démocratie, c'est quoi? Ce combat-là, il implique que vous ayez la passion de la liberté, la passion de l'égalité. Ça veut dire que celui qui n'est pas d'accord avec vous, il passe son chemin. Ce n'est pas votre affaire. Vous continuez le vôtre. Si vous empêchez aux autres d'avoir des idées différentes, on n'est plus dans un combat pour la démocratie. Là, on est dans un combat qui a des relents fascistes, au sens où on ne tolère aucune autre initiative, aucune autre idée, aucune autre appartenance. Ça fait encore une incompatibilité. C'est pourquoi je vous dis que les autorités françaises sont aussi fascistes dans la mesure où Dieudonné Mbala que vous connaissez ne peut plus passer en télévision en France, ne peut plus se produire aisément parce qu'il a un son dissonant. Ça veut dire pour vous, les autorités françaises sont aussi fascistes alors? Non, pas du tout. Il y a des lois. Il y a des lois en France. Donc, il y a des lois en France qui interdisent, par exemple, des propos injurieux, des propos qui peuvent être assimilés à l'antisémitisme. Ce sont ces lois-là. Parce que Éric Zemmour insulte les Arabes et les Noirs tous les jours, mais il est toujours à l'antenne. Hein? Donc, ces lois françaises sont discriminantes déjà. Éric Zemmour exprime des opinions politiques qui ne sont pas des injures. Ne sont pas des injures. Je peux vous en produire. Oui, ceux qui ne sont pas des injures, je suis Éric Zemmour, je suis d'accord avec lui nulle part. Mais je comprends bien ce qu'il fait. Il fait un combat politique. Éric Zemmour il est de l'extrême droite. Il est de l'extrême droite, donc il fait un combat politique. On estime que les idées, souvenez-vous de Voltaire qui disait « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez vous exprimer. » Vous voyez? Vous voyez, donc au gars de la base, peut-être qu'ils apprennent ce que dit Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez vous exprimer. Donc, l'incompatibilité ici avec le peuple, c'est que ça devient donc une sorte d'interdiction d'un avis contradictoire. Et ça devient quoi? Ça devient quelque chose qui veut se faire sans le peuple. Pourquoi? Je m'explique. Vous ne pouvez pas penser à une révolution, c'est pourquoi la dimension scientifique est importante. Vous ne pouvez pas penser à une résistance et à une révolution en combattant la culture populaire. Ça veut dire que vous mettez le peuple en face contre vous. Lorsque vous combattez Bendeka, lorsque vous combattez Katino, lorsque vous combattez ces artistes-là, c'est la culture populaire. Il faut les avoir avec vous. Si vous voulez séduire le peuple, on ne peut pas avoir le peuple en combattant la culture populaire. Pardon? Thierry Amougou, Katino, je connais personnellement, un peu par le dénier. Lorsqu'elle était rejetée par tous, nous avions été deux à aller lui rendre visite à Libreville, Kofi Olomide et Jackie Mwafo, un peu par le nier car l'interview qu'elle m'accorda ce jour à Libreville est toujours en ligne. Nous avons été deux.
Est-ce que vous acceptez qu'un artiste qui devrait fédérer auprès de tout le peuple, toute la population, soit tribaliste et dise ceci? Un Bamileke, s'il veut être maire, doit aller être maire à Bouddha. Acceptez-vous cela de la part de Katino, qui ne répond plus à mon téléphone quand je l'appelle désormais pour s'exprimer là-dessus? Acceptez-vous cela? Vous avez vu le développement que j'ai fait par rapport au tribalisme? Moi, je condamne tous ces trucs-là. Hein? Je condamne tous ces trucs-là, c'est-à-dire, j'ai dit que ces trucs-là ne sont pas au niveau de l'enjeu. Ce n'est pas au niveau de l'enjeu. Donc, lorsque une artiste a donc des positionnements politiques, le boycott pour quelqu'un qui est dans le jeu politique ne consiste pas à interdire son spectacle. Le boycott consiste justement à faire du boycott réel, c'est-à-dire à ne pas y aller. C'est tout. La BAS a-t-elle donc un pouvoir d'interdire quoi que ce soit sur le territoire français? C'est ce que vous dites? Mais la BAS a imposé une violence qui a interdit, c'est empêché ce qui concerne la soit sur le territoire français. Voilà ma question. La France, la BAS a imposé un climat de terreur qui a fait peur à ces artistes au point où ils n'ont pas pu exercer. C'est ça qui s'est passé. Et là, on n'est plus dans un combat démocratique. Contrairement à vous, j'étais sur le terrain. J'ai couvert pas mal de choses. Demandé à plusieurs promoteurs culturels comme Maître Ngamou ici à Paris et comme Esaka et bien d'autres si je n'ai pas été couvrir leur discussion sur cette question du boycott des artistes. Jamais la BAS n'a blessé un artiste ou bousculé un artiste, sinon ils auraient été interpellés par la police. Mais elle venait, la BAS, dire aux gens, vous ne devez pas aller voir ces gens parce que ces gens qui supportent tel, tel. Donc, je ne vois pas où est-ce que la BAS a interdit le spectacle. Je suis en train de vous expliquer mes incompatibilités avec ce mouvement-là. Mes incompatibilités pour un spectacle. Donc, et sachez que j'ai donné la parole à Bendeka, il n'a pas voulu la prendre. Peut-être parce que je suis Bamileke, je ne sais pas. Je l'ai invité pendant qu'il était boycotté à s'exprimer. Il n'a pas voulu. Je suis en train de vous expliquer pourquoi il y a une incompatibilité entre mon esprit critique et ce qui se fait. Donc, un des aspects, c'est ça. Je continue à vous égrener, il y en a plusieurs. Donc je vais finir, il reste deux. Hein? L'autre aspect qui montre une incompatibilité entre mon esprit critique et ce mouvement, c'est le fait que nous sommes dans une organisation qui finalement prend une logique mafieuse. Une logique mafieuse avec le développement de ce que j'appelle une économie politique de la résistance. Tous ces trafics, tous ces collectes de fonds qui disparaissent à gauche, à droite, toutes ces histoires de trahison, toutes ces histoires d'escroquerie, toutes ces histoires tout simplement entre les différents membres qui prennent des titres, donc, qui mettent en place un vaste programme d'usurpation de titres. Quand des gens se font appeler généraux sans aucun fait d'armes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résistance, la révolution est basée sur du faux. Ça veut dire que dans cette résistance, dans cette révolution, nous avons une reproduction des mêmes tares qui sont déjà dans le gouvernement. Le mensonge, le détournement des deniers publics, les médisances, dont le pouvoir qui s'annonce n'est pas un pouvoir débarrassé de ça. On voit déjà les germes des mêmes choses dans la résistance. Donc, une épulation s'impose. Connaissez-vous une épulation s'impose. Connaissez-vous le commandant Kassamba? Non. Oubli Massaga, c'est son vrai nom. On l'appelait commandant Kassamba. Oui, je connais. Était-il commandant quelque part dans une quelconque armée vraiment? Oui, je vous dis qu'un pouvoir ne se construit pas sur des symboles faux. Hein? Commandant Wuli Massaga a fait ses preuves dans le maquis, dans la résistance. Donc le nom lui vient de ça. Vos généraux de la base ont fait des preuves où? Non, non, vous n'allez pas dire vos généraux. Je ne suis pas de la base, je suis journaliste. Dans le maquis. Non, Thierry Amougou, je vais vous reprendre. Lorsque vous dites vos généraux de la base, je ne suis pas membre de la base, je suis un journaliste, certes engagé, membre d'un groupe. Là, c'est dans mon élan. Les généraux ont fait, Bouli Marassa a fait ses preuves sur le terrain de la résistance, sur le terrain du maquis. Donc, le nom lui vient de ça. Ça veut dire qu'il est fondé sur des faits concrets. On dit vraiment ce que tu fais là, on va t'appeler commandant. Hein? Mais lorsque vous usurpez les titres, ça ne veut pas dire que l'usurpation va s'arrêter à la résistance. Elle va continuer même quand ils auront le pouvoir.
Ça veut dire que lorsque vous lisez Hannah Arendt, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit mensonge, violence et mise à mort. Ce sont des choses qui sont liées. Donc, s'il n'y a pas de réflexion scientifique, nous ne sommes pas au niveau de la tâche. Pourquoi? Parce que le problème que nous avons au Cameroun, ce n'est pas un problème de remplacer un homme par un autre. Le problème est plus profond. Le problème que nous avons, le problème est plus profond, il est celui-ci, c'est de remplacer, changer la nature de notre État. Et si on change la nature de notre État, là, on changera la nature de notre pouvoir. Vous voyez? C'est ça le problème que nous avons au Cameroun. Si on remet en place un pouvoir qui reste dépendant de la France, de l'Union européenne, des États-Unis, on n'aura pas changé la nature du pouvoir et on va continuer avec les mêmes problèmes. Donc, nous devons réfléchir sur comment on change la teneur de nos institutions, la teneur de nos États. Donc, réfléchir sur une forme de transition politique. Et là, je pense que les acteurs politiques de l'opposition doivent s'évertuer à réfléchir sur comment on fait une transition politique au Cameroun. On change la nature de nos institutions. Parce que si aujourd'hui, on change un homme par un autre, avec l'appui de la France, avec l'appui de l'Union européenne, l'appui des États-Unis, mon cher Jackie, nous sommes dans la même bouillabaisse. Parce qu'on ne sera pas capable, tout simplement, d'être autonome et de faire ce que nous voulons faire. Donc, le développement que je fais consiste à dire que c'est à ce niveau-là qu'on doit être situé. Parce qu'une révolution, c'est quoi? Une révolution, c'est le début d'un nouveau monde. On ne peut pas penser à un nouveau monde en gardant les anciennes puissances qui nous ont mis là où nous sommes aujourd'hui. Une révolution, c'est quoi? C'est la liberté comme objectif ultime. Ultime. Donc, ça ne peut pas impliquer ces affaires de menaces, ces affaires de boycott, ces affaires de... Le boycott consiste à dire, nous, on n'y va pas. Parce que, voilà, on ne partage pas ce que fait cette personne-là. Mais empêcher aux autres de faire ce qu'ils veulent faire, là, ça, je ne t'apprends rien par rapport à la démocratie. Je ne t'apprends rien. Hein? Et une révolution veut dire quoi? Une révolution veut dire pas de copinage avec ceux qui ont assujetti l'Afrique depuis toujours. Or, je me rends compte que où est-ce qu'on cherche des soutiens? C'est vers ces gens-là, vers ces pays-là. C'est la France, les États-Unis, l'Union européenne. Autrement dit, la problématique de fond dans cette résistance, c'est une problématique de prise de pouvoir, qui est une problématique noble, légitime. Mais moi, je pense que la problématique n'est pas celle-là. La plus importante est une problématique de transformation du pouvoir et de l'État camerounais. Et là, ce n'est pas, on ne doit pas s'adresser à la France, ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne. On doit s'adresser, on doit aller à Bafoussam, on doit aller à Bolova, on doit aller à Ngelmoukoundouka, on doit aller à... Voilà. C'est là. Le pouvoir doit se fonder chez nous. Vous avez totalement raison. J'espère que Sam Sévérin Ango appréciera car il a voulu aller à Bolova, mais on l'en a empêché. Donc, vous avez totalement raison. On doit aller à Bolova, on doit aller à Bafoussam, mais on doit surtout pouvoir circuler librement dans son pays. Vous voyez ce que je veux dire? Ce programme vous est proposé par Deviséo Fret, spécialiste du transport international Afrique, DomTom, Océan Indien, USA et Asie. Retrouvez-nous sur www.deviséo-fret.com ou par téléphone au +33 237 139 851 423.